Bonjour messieurs, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire la dernière émission, je dirais, de la saison, entre guillemets, puisqu'on va faire une petite pause de quelques jours, avant que les travaux du CDRS continuent. Et nous allons consacrer cette émission à un sujet que j'ai déjà eu l'occasion de traiter par ailleurs, j'en parlerai. Quid de la civilisation, la barbarie, le sauvage et le primitif? Alors, c'est un peu un sujet périphérique par rapport à nos préoccupations, mais un sujet périphérique qui est quand même relativement... qui donne une toile de fond, je pense, assez intéressante, assez importante à avoir. Et donc, je pense que pour notre éclairage, notre, euh, notre renouvellement spirituel, c'est bien d'avoir ces idées un petit peu de civilisation, de barbarie, etc., en tête, comment ça s'articule un petit peu ces choses-là. Bon, avec la petite illustration, là, vous voyez, hein, que je mets, hein, entre le chinois qui tape sur un colon britannique, ou le contraire, un colon britannique qui tape sur un chinois. Dans un cas, on appelle ça civilisation barbare. Ça mérite donc justement de préciser un petit peu, bon, même Mm, si je mm, n'irai pas mm. au loin ces termes. Donc la problématique, je dirais, pour nous, les lois, les traditions, les dogmes, donc voilà, on est dans des sujets quand même qui concernent le cercle, encadrent notre liberté naturelle, notre état de nature. Et la question, je dirais, première question, ne faut-il pas laisser une place à ce qui est sauvage, à ce qui est ou est-ce qui est primitif en nous? Première question. Alors, pour essayer d'y répondre, question de fond, en définitive, sachant que justement, à contrario, les lois, les traditions, les dogmes limitent cette liberté naturelle que nous avions, je dirais, dans le temps jadis, très loin dans le passé, il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années. Donc l'agenda d'aujourd'hui, d'abord commencer par définir les différents termes, voir comment toutes ces choses sont apparues et comment elles ont évolué, ces termes, ce sens. Après, la notion de contrat social et des exemples d'exception à ce contrat social, justement peut-être de résurgence du sauvage. La notion de droit naturel, et puis un certain nombre de citations d'auteurs qui ont parlé de ces sujets-là aujourd'hui pour alimenter notre réflexion. Et puis je vous livrerai mes conclusions avant que vous ne puissiez réagir. Donc voilà, une question, je pense, intéressante, pas forcément au cœur, mais quand même périphérique et importante, je crois, pour le CDRS. Alors cette présentation, j'ai déjà eu l'occasion de la faire. Alors j'ai un petit peu modifié, hein, j'ai un peu amendé, amélioré, je dirais, pour le CDRS. J'avais fait un peu la même présentation pour le cercle du renouvellement constitutionnel. Pareil, avec la même question, préserver une part de sauvage en nous, mais dans le cadre, je dirais, constitutionnel, cette fois-ci, pas dans le cadre spirituel. Alors, définition des termes pour commencer. Sauvage. Le sauvage, en définitive, c'est un être qui est en état de nature. C'est-à-dire, bonjour jeune homme, il fait chaud à Arès alors, il fait beau temps. Donc par exemple, une plante sauvage. Hein. Un être à état de nature, c'est typiquement une plante sauvage, par exemple. Du vivant, hein, un être vivant en l'occurrence. L'homme, qui est un être social, est fait de nature, comme les plantes et les autres animaux, mais également d'artifices. Ces artifices sont liés notamment
au fait que nous ayons la peau sans poils. C'est un élément extrêmement important qui fait que nous avons besoin, dans les trois quarts, enfin plus que les trois quarts des habitats sur Terre, d'avoir des vêtements, un logis, donc des artifices qui sont, je dirais, partie intégrante de notre être. Et je dirais, la société, tant qu'elle reste en dessous d'une certaine taille critique, la nature demeure proche. Je pense que c'est assez évident. L'antonyme de sauvage, c'est le domestique, ce qui est domestiqué. Donc c'est un être en état, lui, qui n'est plus en état de nature, mais en état artificiel. C'est typiquement la plante domestique qui est nécessaire que l'on préserve les graines, que l'on replante, etc. Qu'on fasse un certain nombre de choses, par exemple, pour pas qu'elle s'hybride, ou au contraire, on va faire un hybride exprès pour pouvoir qu'il faudra peut-être polliniser nous-mêmes pour faire attention que ça se dégrade pas. Voilà. La plante domestique est spécifique, elle a été sélectionnée, c'est-à-dire qu'elle va produire, par exemple, celle qui va produire le plus de gros fruits, ou les fruits les plus savoureux, etc., ou ceux qui vont mieux se conserver, etc., etc. C'est un état artificiel d'un être vivant. Donc, en opposition, je dirais, c'est dans une optique yin-yang de contraire, de dualité, bah, le sauvage, c'est le complémentaire, c'est le domestique. Et à cela, évidemment, puisqu'il y a un côté domestique, un côté artificiel, il y a un ensemble d'artifices, justement, qui sont transmis donc au travers de la culture. Et cela survient lorsque la société est au-dessus d'une taille critique où elle artificialise donc son environnement. L'homme étant une forme, je dirais, d'auto-domestication, ayant en quelque sorte procédé à sa propre domestication pour s'extraire, modifier son environnement de telle sorte qu'il s'extrait de la nature sauvage. Voilà. Dualité sauvage-domestique. Et non pas sauvage-barbare. Hein. Ouais. Souvent, c'est fait cette confusion, et je pense que c'est important, justement, de bien montrer que le contraire de sauvage, c'est domestique, c'est pas barbare, c'est pas civilisé, pardon, ou d'assimiler sauvage et barbare, c'est pas la même chose. Hein. Est-ce qu'on va dire qu'une plante est barbare? Ça n'a pas de sens. Hein. Ou même un poisson, ou je ne sais quoi, un animal qui est barbare, ou une vache, je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens. Alors, continuons dans cette définition des termes, cette fois-ci autour du barbare, justement, et des civilisés. Donc, le barbare, antonyme de civilisation, donc on retrouve une dualité. Et voilà, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, je vous propose en définitive, c'est un État, ou quelqu'un, un groupe, etc., qui ne respecte pas de manière grave et persistante les règles du contrat social. Règles du contrat social qui sont plus ou moins explicites. Bon, définition qu'on pourra discuter, c'est pas le... Voilà. Ça suffira pour ce qu'on a à discuter aujourd'hui. A contrario, le civilisé, bah, lui, il se conforme au contrat social. Hein. C'est l'exemple, par exemple, ici, de ces deux personnages qui boivent de manière civilisée pour du vin, donc déjà un vin qui est un artifice, qui le font de manière civilisée, assis, à table, etc. Donc elle se conforme au contrat social. Contrat social, entendu au sens large, pas au sens restreint de républicain, etc. etc. Voilà, hein, c'est vraiment le contrat social au sens extrêmement large du terme. Il faut l'entendre. Et donc, avec un certain nombre de formalisations de règles qui sont elles aussi artificielles, qui sont les règles de la culture, de la société qui sont en place. Et, je dirais, à contrario de cela, en opposé de ça, il y a abandon de certaines fonctions qu'avant on assumait, je dirais, à beaucoup plus petite échelle, au collectif, et y compris au collectif de grande taille. Hein.
abandon de fonction, abandon de son droit naturel, hein, pour reprendre les termes des philosophes des Lumières. Donc on a ça. D'une part, formalisation de règles, et d'autre part, abandon d'un certain nombre de lois, de droits naturels que l'on avait au profit du collectif. Et donc, avec fatalement l'émergence de choses comme le politique, comme le spirituel, comme le religieux, hein, qui vont avec cette notion de civilisation. Donc, deuxième dualité, barbare, civilisé. Alors, genèse et évolution de ces notions. Alors, je vais vous proposer un cadran, je les ai ordonnés comme ça. Hein, donc, d'une part, d'un côté, le sauvage à une extrémité, puis de plus domestique, sachant que voilà, on essaye de faire en fait un continuum et de ne pas avoir, si c'est une dualité, ce ne sont pas en noir et blanc. Hein, aucune de ces choses n'est en noir et blanc. Au contraire, on est dans des relations de dualité type yin-yang, où les choses se complètent, évoluent de l'une à l'autre. Et puis orthogonal à ça, moi j'ai mis de façon orthogonale justement, un autre axe entre le barbare et le civilisé. Et puis, une flèche, une tendance générale, une tendance idéale, je dirais, hein, c'est loin d'être une ligne droite dans la réalité, mais on va simplifier, une tendance progressiste qui nous ferait passer d'un état sauvage et barbare vers un état plus civilisé et domestiqué. Voilà, je dirais, la tendance générale dans laquelle s'inscrit l'humanité. Alors, avec cette notion de primitif dont j'ai pas parlé jusqu'ici, le primitif, en définitive, c'est celui qui commence, et au début, quelque part, de ce chemin vers la civilisation et vers l'autodomestication. Hein. C'est les premiers à sortir, je dirais, de l'état de nature pour aller vers un caractère plus domestiqué et plus civilisé. Premier, primitif, ça a donc un sens tout à fait, quelque part, comment dire, clair, quoi. Voilà, c'est pas du tout sans jugement de valeur, voilà, peut-être. Autre que le fait que ça se situe à tel endroit dans l'évolution générale, hein, dans la tendance progressiste, croissanciste, dirait Christian, de notre humanité. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir quand on va progresser sur cet axe? Un accroissement des règles artificielles, l'émergence, le besoin d'un langage qui est également un ensemble de règles. Le langage, c'est aussi, on va dire, quand on désigne telle chose, eh bien, on utilise tel mot, c'est une règle. La preuve, c'est que c'est une règle arbitraire, puisque dans une autre langue, ça va être un autre mot qui va être utilisé pour désigner la même chose, la même plante, par exemple. Et puis, il y a également une augmentation de la spiritualité, hein, avec un besoin de comprendre les choses, de nommer. Quand on nomme les choses, qu'est-ce que c'est exactement, quelles sont les relations. Et donc, du coup, on a une naissance aussi de la réflexion et d'un besoin d'explication du monde, de relation avec ce monde, qui commence déjà à être mis à distance, puisqu'on modifie son environnement. Donc là, ce sont je dirais ça, c'était principalement sur l'axe du sauvage au domestique, et sur l'axe plus du barbare vers le civilisé. On va également formaliser des règles, mais justement, on va faire apparaître cette distinction entre le civilisé et le barbare. Il ne parle pas notre langue. Historiquement, c'était ça. Hein. Le barbare était celui qui ne parlait pas le grec. Hein. C'était la définition qu'en était donnée. Ah, j'ai pas affiché en plein écran, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je pense que ça n'a pas nui jusqu'ici à la présentation. On voyait suffisamment grand. Et puis voilà. Maintenant, pour l'enregistrement, je pense que ça sera plus agréable et plus visible. Donc, deuxième point, apparition progressive en fonction de la capacité de formalisation, c'est-à-dire que ces règles, en fait, elles vont aller se complexifiant, être de plus en plus formalisées au fur et à mesure que, justement, on va se civiliser. Hein.
Et notamment, bon, un moment important, ça a été l'invention justement de l'écriture, un moyen de l'écriture de fixer ses règles notamment pour les échanges. Hein. L'émergence de l'écriture, c'était pour faire de la comptabilité. Hein. Euh, donc, des règles justement d'échange. Hein. Ça vaut tant de je ne sais quoi, et puis on compte combien il y en a, combien on peut en échanger, etc. Puis l'écriture permettra de formaliser de plus en plus d'autres règles. Il y a le, une tablette, je crois, assez célèbre, justement, qui formait les premières, un genre de première constitution, d'ailleurs, qui, j'étais dans le coin de la Mésopotamie, on a retrouvé une tablette comme ça, je ne me rappelle plus du nom exact. Donc voilà le processus qui est suivi d'une manière générale. Si on continue sur ce cadran, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. D'abord sur le sauvage. Donc le sauvage est dit dans l'état de nature. Donc quelles sont ses caractéristiques? C'est un plus petit groupe, c'est des petits groupes qui sont plus ou moins nomades, et où la spiritualité, la fonction, la division du travail, les rôles sociaux, les us et coutumes, la culture, ils existent déjà. Mais je dirais tout cela et tous ces aspects, spiritualité, etc., tout ça est géré de façon unifiée, je dirais. Toutes les fonctions sont assurées quelque part par le politique, un peu comme chez les animaux. Hein. Bon, ça commence à... Peut-être le spirituel commence à se séparer, hein, c'est une des choses qui va se séparer, une fonction qui va se séparer en premier, mais ils sont globalement encore très très proches. Et puis, avec la sédentarisation, c'est l'époque notamment de la révolution néolithique, les groupes sont plus grands. Donc là, on a besoin d'un contrat social, vraiment beaucoup plus formalisé au fur et à mesure, des structures sociales plus élaborées, justement, avec ces séparations des fonctions, avec des rôles qui vont être attribués de chefs, de gourous, de chamans, etc. Et puis d'autres qui vont être plus dans le travail de la terre, d'autres qui vont être dans la chasse encore, etc., etc. Et l'apparition des classes sociales notamment, et approfondissement des structures existantes, et naissance des classes, comme je le disais, de la civilisation et de son opposition, le barbare, que l'on met à distance, justement. Hein. Il ne parle pas le grec, on le met à distance, ils sont barbares. Même si eux, ils avaient quand même aussi une culture, ils se faisaient des échanges, y compris commerciaux, etc. Hein. Et de personnes. Mais on les tient à distance en disant, nous, on est civilisés, les autres ne le sont pas. Et puis on évolue encore, on continue et on abandonne de plus en plus de prérogatives au profit du groupe. Notamment, et là je reprends justement ce que nous on a exprimé dans notre constitution APCR du droit naturel, c'est-à-dire en définitive les besoins de l'âme qu'avait, les besoins du corps et de l'âme, mais surtout de l'âme qu'avait exprimé Simone Veil dans son ouvrage L'Enracinement. Donc la défense, hein, bon, la défense, la sécurité, dirait Simone Veil, donc la violence, l'usage de la violence, qui était jusqu'ici plus ou moins individuelle, va de plus en plus être déléguée à des institutions comme la justice et réglée par les lois. Les besoins du corps, qui dans une société plus large sont plus facilement satisfaits, je dis bien en moyenne, hein. Ça peut y avoir des exceptions, et même des exceptions bien pires qu'à l'époque chasseurs-cueilleurs. Hein. Mais bon, on va rester simple. En moyenne, les besoins du corps sont plus facilement satisfaits. En revanche, la liberté, l'égalité, la liberté d'opinion et d'expression et du risque diminuent. Donc, ce sont tout un tas de besoins du corps, de l'âme, qui se trouve altéré, puisque si vous êtes dans un groupe, votre liberté fatalement devient altérée. L'égalité qui était, je dirais, la règle quelque part dans un petit groupe, va devenir très vite, avec la constitution justement des groupes sociaux et des classes sociales, va devenir de moins en moins respectée, etc., etc. La hiérarchie
la responsabilité, l'obéissance, la sécurité, le travail, l'honneur, le châtiment, la propriété privée, bon, avec la sédentarisation, et la propriété collective, tous ces besoins de l'âme se mettent à augmenter. Ils surgissent, je dirais, ils émergent à ce moment-là. Et la vérité partagée, la connaissance augmente et la sincérité diminue, la spontanéité diminue. Le passé, donc la culture, au fond, et sa transmission, augmente en quantité et en qualité, notamment par l'écriture, mais diminue en mémoire vivante. On pense souvent à ces griots africains, il y a tous ces anciens, hein, il y avait une expression qui disait à chaque fois qu'il y a un vieux qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui disparaît, ou la tradition orale, justement, de transmission orale, ou des druides à l'époque pour les Gaulois sur le territoire français actuel, la transmission se faisait de manière vivante. La mémoire était vivante. Donc le passé, certes, augmente en quantité et en qualité, mais diminue en mémoire vivante, qui est une forme importante également, et peut-être plus importante, d'une certaine façon. Alors, cette notion de contrat social, bon, elle a été formalisée par Jean-Jacques Rousseau, qui dit, une société beaucoup plus évoluée, là, on était dans les prémices, hein. Donc, respect du droit naturel, donc abandon de sa liberté naturelle. Alors, je vais faire une petite citation. Ces clauses, bien entendu, se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé, avec tous ses droits, à toute la communauté. C'est bien ce que je viens de dire, hein. Abandon de la liberté naturelle. Car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale à tous. Et, la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt à la rendre onéreuse pour les autres. Donc, on dit, en contrepartie, on va respecter tous les autres, puisqu'on a une condition égale dans la société. C'est très théorique. Alors, Marx taxera cette vision très d'individualisme et d'égoïste même, qui est effectivement, il y a une dimension collective, mais qui est ramenée uniquement à l'individu, et très théorique dans le sens où, bien évidemment, la condition égale, elle n'est égale, et encore, ça serait encore discutable, elle n'est égale qu'en droit et non pas en condition. Conditions matérielles, encore, premier. Et donc, symétriquement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on a une aliénation, hein, puisque là, on s'aliène totalement, est-ce qu'on n'a pas une aliénation individuelle qui serait excessive? Donc on voit qu'on a des aliénations, une aliénation à la fois collective et au profit donc de la société, mais une aliénation également individuelle en abandonnant son droit naturel. Et voir une aliénation en tant qu'individualisme, d'égoïsme. Alors, quelques exemples, je dirais presque même quelques contre-exemples de ça. L'exemple de la mansuétude, par exemple. La mansuétude, c'est la disposition d'esprit qui incline à une bonté indulgente. Par exemple, petite image que j'ai mise là, par rapport à l'agneau, qu'on va faire preuve de mansuétude, on va peut-être pas le tuer pour le manger, celui-là, on va le garder comme animal de compagnie, par exemple. On comprend bien que rien ne la justifie légalement, puisque c'est quelque part une rupture du contrat social. Là, pourtant, dans les procès, on va invoquer des circonstances aggravantes ou atténuantes, justement, pour faire preuve ou de plus ou moins de mansuétude, justement. Donc on voit bien qu'il y a comme une limite au droit qui est exprimé noir sur blanc dans des textes. C'est pour ça que ça révèle. Et en plus, d'ailleurs, et c'est tout à fait notable, puisque ça révèle bien l'évolution de la société actuelle, la notion de circonstance atténuante a disparu depuis la réforme du Code pénal en 1992.
on voit bien qu'on essaye de plus en plus d'enfermer la société dans le droit écrit, hein, la République des juges. Or, par exemple, il y a cette mansuétude du gendarme qui, face à une infraction commise, dans des circonstances particulières, fera preuve d'humanité et fermera les yeux, par exemple. C'est ça la mansuétude. C'est faire preuve d'humanité, de notre caractère humain. Et on voit bien que là, le gendarme qui fait preuve de mansuétude, quelque part, il viole la loi. Mais c'est ce qui rend un monde viable et tolérant et vivable, je dirais. Et donc c'est extrêmement important, quelque part. Et cette notion de disparition de circonstances atténuantes est effectivement tout à fait révélatrice de la tendance actuelle et de la déshumanisation, puisqu'on sait bien, enfin, quelque part, ça veut dire que tout se résume à du texte, à du formel, mais nous ne sommes pas des nombres, nous ne sommes pas des ordinateurs. Autre exemple, l'autodéfense. Peut-être Eberhard aura à nous prolonger cet exemple tout à l'heure. C'est le cas des militaires américains qui ont attaqué un islamiste dans un train, Thalys, le 21 août 2015, alors qu'il s'apprêtait à faire un massacre. Je vous mets le lien là. Effectivement, il avait une arme et il se préparait à aller tuer les trains dans le Thalys en 2015. Ils n'ont pas obéi à la consigne. Quelle est la consigne? C'est s'échapper, se cacher, alerter. Voilà, vous allez sur le site du gouvernement, réagir à une attaque terroriste. Vous ne devez pas vous défendre, vous devez vous planquer. Et puis, si vous faites tuer, tant pis pour vous. Ils n'ont pas obéi à ça, mais ils ont réussi à éviter un massacre, parce qu'il avait un fusil mitrailleur, et il aurait pu tuer des dizaines de personnes. Et grâce à leur action, en désobéissance, en rupture du contrat social, ils ont exercé une violence individuelle et ils ont fait preuve quelque part d'humanité et de bon sens. Hein, et ce bon sens a sauvé des vies. Donc là, c'est d'autant plus essentiel. Quelque part, c'est cette énergie vitale, ce retour à l'énergie vitale, ce sauvage, ce barbare qui est en nous, qui a sauvé des vies. Donc, on voit bien que quand je posais la question, faut-il préserver une part de sauvage en nous, on voit bien que ça a quand même des effets positifs tout à fait notables et conséquents, quoi. Et donc, au moins dans certaines circonstances, je pourrais citer un autre exemple, je n'ai pas cité là, mais c'est aussi faire confiance à son système humanitaire, c'est-à-dire à ce système humanitaire qui fait qu'on va se battre contre des bactéries, contre des virus. Toute ressemblance avec des confinements et des vaccins, pseudo-vaccins qu'on nous aurait imposés il y a quelques années n'est évidemment pas fortuite. C'est effectivement également faire confiance au sauvage en nous, à ce qui nous vient du fond des âges et du fond de l'évolution, justement. Un autre exemple que je cite simplement ici par là. Donc, le sauvage, il est salutaire en nous. Il est important. Et donc, être totalement civilisé, c'est, à mon sens, pose problème. C'est vraiment ça ce que je veux, c'est ma thèse ici. Alors, notion de droit naturel, parce qu'on en revient là. Est-ce que le droit naturel n'est-il pas une tentative d'expression également de cette notion de sauvage? Ou, peut-être pas exactement, c'est plutôt l'abandon quelque part du sauvage, ou tout du moins, en fait, ce qui devrait, c'est ce qu'il y a et qui devrait demeurer hein, de commun, justement, entre les êtres civilisés, donc en société de grande taille, et les êtres sauvages. Hein. Essayer justement de dire, attention, il y a des trucs, qu'il faut des règles sociales, mais attention, il y a des moments où il ne faut plus qu'elles s'appliquent, où on a le droit de les violer, hein, quelque part. Et on essaye de les exprimer pour qu'elles soient le plus en accord, justement, avec ce sauvage en nous, en ce qui est intemporel, éternel, justement, à notre espèce. Donc, ça nécessite d'adresser, c'est la manière, je dirais, d'adresser correctement les aliénations dont je parlais tout à l'heure quand je citais Jean-Jacques Rousseau. Alors, quelques autres citations, justement. Donc là, de Montaigne, à l'occasion de la venue en Europe de cannibales, à l'époque des grandes explorations.
Que disait-il? Il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation. Donc la nation des cannibales. Il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et usances du pays où nous nous sommes. Donc, effectivement, on voit qu'il y a une relativité de cette notion de barbare, de sauvage, et de celle de civilisé, où l'on juge en fait au pied de sa porte, si j'ose dire ainsi, tant que justement le droit naturel est imparfait et mal exprimé, n'est pas exprimé, et qui permettrait justement peut-être d'apprécier de façon beaucoup plus objective, justement en fonction des critères et donc de ceux que nous propose Simone Weil, pour dire, eh bien, telle société, elle est plus ou moins en accord avec tel besoin de l'âme et tel besoin du corps. Là, ça permettrait justement de ne plus avoir un jugement un peu subjectif, comme nous le montre Montaigne dans cette citation. D'objectiver cette notion de barbare et de civilisé. Charles Sanders Peirce, Thoreau, pardon, nous dit, le philosophe américain, nous dit ceci. C'est dans l'aspect sauvage que repose la préservation du monde. Et lui, il va extrêmement loin. C'est-à-dire, le sauvage, c'est même extrêmement important parce que c'est ce qui va nous permettre de nous sauver, de nous préserver dans des situations extrêmes, dans des situations notamment de barbarie. Que le sauvage, donc on voit bien que c'est deux notions différentes, que le sauvage va faire revenir notre humanité, notre fond profond pour nous sauver. Le cas également des virus ou des microbes, des grandes épidémies en attestent. On peut penser à la grande peste qui a sévi en Europe, je crois que c'est au XIIIe siècle. Autre citation, Blandine Rinkel, qui est une écrivain contemporaine. Il y a une part de vitalité dans la violence dont personne ne parle. Donc elle justifie la violence même, parce que cette violence, elle vient de nous, elle n'est pas alors elle est sans doute à canaliser, à encadrer, mais il ne faut pas la bannir et la renier totalement, comme c'est fait aujourd'hui. Renier ça, c'est renier une part de ce que nous sommes, de notre humanité, et c'est même nous mettre en danger, quelque part, si on suit ce que dit Thoreau. Autre citation d'une autre personne, là, plus polémique, je dirais, moins Théodore Kaczynski. Donc c'est quelqu'un qui a commis un attentat au début des années 2000, tout au début des années 2000. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il avait fait, un Américain, et qui s'est suicidé. Sur la CIA, dans les bureaux contre les bureaux de la CIA, et il a tué des dizaines de personnes. Ouais, voilà, ouais, et qui s'est suicidé dans les années 2020, je crois, 2021, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que c'est assez intéressant ce qu'il nous dit. Hein. Parce qu'au fond, c'est un cri du cœur. Et donc, son suicide aussi était un message pour se faire entendre de nouveau. Et il nous dit deux choses intéressantes que j'ai relevées. Hein, il dit ça. Les psychologues utilisent le terme de socialisation pour désigner le processus d'apprentissage par lequel on fait passer les enfants afin qu'ils pensent et qu'ils agissent comme l'exige la société. Une personne est dite bien socialisée lorsqu'elle adhère au code moral de cette société et s'y intègre efficacement. Là, il parle de socialisation, on pourrait dire civilisation, ici ce sont des synonymes. Il peut paraître insensé de parler de sursocialisation dans le cas de nombreux progressistes de gauche, puisqu'ils sont perçus comme des rebelles. Cela est pourtant justifié.
de nombreux progressistes ne sont pas aussi révoltés qu'ils le paraissent. Le code moral de notre société est tellement exigeant que personne ne peut penser, ressentir ou agir de manière entièrement morale. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur cette disparition des circonstances aggravantes dans le droit français, où on a en fait, les règles deviennent de plus en plus nombreuses, de plus en plus contraintes, les libertés sont de plus en plus encadrées, liberté d'expression en premier lieu, mais toutes les libertés en réalité. On est devenu dans une prison à ciel ouvert, hein, quasiment, et ça, c'est de plus en plus la règle. Et ce qui m'a remis en cause, justement, cette notion de rebelle. Effectivement, on a mis en avant le rebelle, le transgressif, en défaveur, justement, de ce que serait une vraie civilisation, une vraie socialisation, un vrai contrat social qui tiendrait compte à la fois des aliénations, mais également des limites de que doit comporter cette aliénation. Et les moyens de les transgresser ce coup-ci, mais de façon positive pour préserver la vie. Alors mes conclusions. Ma conclusion, c'est que, moi je n'ai aucun doute là-dessus, la société doit laisser une part au sauvage, une part à son expression du sauvage. Parce que, comme le disait Rinkel, l'écrivaine, là, le sauvage, c'est de l'énergie vitale à l'état pur. L'énergie vitale, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la néganthropie, c'est le moteur du monde. C'est fondamentalement ce qui va vers la néganthropie, c'est ce qui va vers le bien. Et donc, préserver du sauvage en nous, c'est préserver du bien. Hein. Et exprimer le sauvage, c'est aussi, c'est pas que du bien, c'est aussi célébrer la joie de vivre et de vivre ensemble la même chose au même moment. Ces moments, vous savez, de jubilation, comment on dit, quel est le mot, que ressentent, moi, j'ai vu des animaux ressentir également d'allégresse, hein, ces moments d'allégresse. Voilà, ça c'est du sauvage aussi qui ressort de nous. Une joie de vivre, mais qui n'est pas évidemment seulement matérielle, mais qui nous transcende, puisque ça transcende même notre espèce. Hein. En l'occurrence, quand on voit des petits moutons qui sautent, des chèvres qui sautent, et qui sont tellement heureux de retrouver la pâture et des choses comme ça, on sent cette allégresse, hein, ce bonheur de vivre. Donc la spiritualité, c'est mon message, je dirais, enfin ma conclusion, ma spiritualité doit aussi exprimer le sauvage. Voilà, messieurs, pour cette présentation qui était effectivement peut-être encore un peu longue, comme d'habitude. Mais j'espère qu'elle vous aura intéressé jusqu'au bout. Qui veut réagir en premier ? Eberhard, peut-être ? Non, vas-y, Claude, je suis en train de manger, mais c'est pas grave. Vas-y, Claude. Oui, je m'étais pas. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime bien cette approche que tu as faite, Luc. Parce qu'au fond, en y réfléchissant bien, le barbare, c'est toujours l'autre, hein, l'étranger. Et la citation de Montaigne, comment il dit, le barbarisme, c'est ce qui n'est pas de son usage. Alors, il y a un problème, c'est que les humains ont tous choisi un certain type de société quand ils ont perdu l'état naturel. Mais moi, l'état naturel, c'est pas l'état sauvage seulement tel que tu le décris, qui serait l'état animal sauvage, mais ça serait l'état naturel spirituel qui était là au départ. Je pense qu'il y a un état spirituel, ce que j'appelle Adam, qui était là au départ dans une fraction de l'humanité, où d'ailleurs l'homme l'humain à ce moment-là se vivait dans une sorte d'innocence. Il était dans l'innocence de la création, de la beauté du monde et des choses. Il y a une phrase dans la Bible, dans la Genèse, qui dit que quand ils ont péché, après qu'ils aient péché, ils virent qu'ils étaient nus.
Mais avant, on n'avait pas conscience de la nudité, en quelque sorte. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'innocence qui était intégrée en eux, dans leur propre existence, disparaît et ils voient les choses avec une forme de jugement, finalement, sur eux-mêmes, du fait de ce choix qu'ils ont fait, qui est un choix existentiel. Pour moi, donc je rappelle qu'il y a un choix, c'est Adam, puis après Adam choisit une certaine orientation de son existence, ce qu'on appelle le péché, qui va donc créer une forme arbitraire de vision du monde, où l'autre donc va devenir l'étranger au lieu d'être le frère de façon naturelle, où chacun, séparé les uns des autres, vont faire leur civilisation, et au fond, c'est des civilisations dominantes qui disent de celles qui ne le sont pas, ou pas encore, qu'elles sont barbares, tout simplement. Comme quand une religion dominante, finalement, va dire, bah non, celle-là, la petite secte qui est là, ça c'est l'hérésie. C'est le même genre de processus, en fait. Voilà, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Alors, du coup, je ne suis pas du tout dans la direction d'une tendance progressiste idéale. Je ne crois pas à cette tendance progressiste idéale. Il y a une tendance, comme tu le dis aussi par ailleurs, très bien, au contraire, à la domestication, à la normalisation et à l'enfermement de plus en plus outrancier de l'homme, pris comme un animal. C'est-à-dire qu'on forme des troupeaux. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans la civilisation, ça tu ne l'as pas mis en avant quand tu parles du contrat social avec Rousseau, oui, on abandonne sa part de droit naturel individuel au profit de la communauté, mais il ne faut pas oublier que c'est au profit de la communauté sous le gouvernement de quelques-uns. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas de communauté pour le moment sans pouvoir. Ça serait la communauté idéale, ça serait celle qui n'aurait pas de pouvoir, ou sinon le pouvoir de s'auto-gouverner. Mais pour le moment, on ne la connaît pas. C'est-à-dire dans l'état de dégradation de l'homme, ce que j'appelle l'homme pécheur, il y a toujours un pouvoir qui finalement est tenu par certains et qui impose leur arbitraire à tous les autres. Même si en démocratie, on a essayé de modérer ça avec, disons, la loi de la majorité, hein, qui va le vote et toutes ces choses-là. Mais on sait combien ça a été faussé en même temps. Derrière la représentativité, etc., tout ça c'est faux. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ça, ça s'effondre un petit peu, ça disparaît. Voilà. Donc, ne pas oublier, oui, abandonner, moi je veux bien abandonner la communauté, mais si la communauté, je suis un avec ma communauté, il n'y a pas de problème, je l'abandonnerai de moi-même. Ce n'est pas une question de mental en quelque sorte à ce moment-là. Ça devient un état d'être que l'autre a retrouvé, que moi j'ai retrouvé, et on retrouve une forme d'innocence et une forme de sauvagerie, je dirais, on pourrait le dire comme ça, qui effectivement est absolument nécessaire parce qu'il y a la vitalité, il y a la vie qui est avec. Tout à fait, ça j'aime bien ta conclusion. Alors, être totalement civilisé tel qu'on l'entendrait normalement aujourd'hui, ça serait être complètement prisonnier et ligoté en réalité. C'est bien les exemples que tu as pris. Hein. Je trouve ça aussi. Il faudrait creuser un petit peu l'exemple que tu donnes de ce type-là qui s'appelait Una Bomber, si je me souviens bien, c'est un truc comme ça, là, qui a été considéré comme un terroriste, mais qui a fait donc un manifeste à lui. C'est intéressant, son regard est vraiment intéressant. Voilà, donc il faudrait vraiment creuser ça, je pense. Il y a quelque chose. Moi, je ne le vois pas comme donc une progression continue de l'animal sauvage en quelque sorte à l'animal domestiqué, mais il y a eu un état naturel, initial, spirituel de l'humain qui, lui, a régressé par choix. C'est juste un choix de la liberté. Et qui aujourd'hui aboutit à ce que nous sommes. Quoi. Je vois les choses de cette manière-là. Donc revenir
à une dimension de l'homme et de son état sauvage, je ne le vois pas à travers la violence. Là, elle est soutenue par quelqu'un, c'était une femme là, qui parlait de la violence. La violence, bon, à un moment donné, peut des fois être nécessaire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais enfin, si on peut toujours écarter la violence, on restera beaucoup plus civilisé au vrai sens du terme que civilisé au sens fallacieux du terme. Parce qu'au fond, finalement, il y a deux sens derrière ça, civilisé, hein, ce qu'on appelle civilisation. Si, la civilisation, c'est jamais qu'une barbarie, je dirais, domestiquée. Pour reprendre des termes qui sont dans ton exposé. C'est une barbarie domestiquée. En réalité, on est toujours barbare. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, je crois qu'en Ukraine, ils en sont maintenant à 1 800 000 morts, quelque chose comme ça, enfin en Ukraine avec les Russes quand même. Euh, En Europe, où soi-disant on avait fait l'Europe pour la paix, etc. Enfin bon, c'est quand même quasiment, c'est tout près de l'Europe, c'est quasiment l'Europe, hein. Euh, on est atterré par tout ça, atterré, hein. C'est-à-dire que l'homme n'a pas, on a l'impression qu'on n'a rien appris, véritablement. Donc moi, je ne vois pas de civilisation, il n'y a pas de civilisation. Il y a de grandes domestications et une tendance à vouloir toujours domestiquer plus l'humain dans le menu à travers des lois, des lois, des règles, des lois, des règles, comme si on devait devenir tôt ou tard des sortes d'automates qui ne font qu'obéir à telle ou telle chose. Et merci Luc pour l'exemple du gendarme qui dit bon bah allez passer, etc. Oui, ça c'est l'humain. Voilà. Là il y a de l'humain, bien sûr. Et là sur la crise Covid aussi, il y aurait de quoi dire puisque tu as fait allusion aussi. Enfin, bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment un domaine, civilisation barbarie, qui demande un approfondissement. Bon, moi, je le verrais tout de suite sous l'angle spirituel, et essentiellement sous l'angle spirituel. Parce que je crois que c'est le spirituel qui est au cœur de la problématique qui est derrière ça. Du fait que nous avons été dans le passé des êtres spirituels et qu'on a énormément régressé. Aujourd'hui, c'est le matérialisme aussi qui est quasiment partout, hein. C'est omniprésent. Et c'est ce matérialisme avec l'argent, le profit, tout ça, qui fait que on oublie l'humain aussi. Bon, je vais arrêter là parce que là, je suis trop long. Excuse-moi, Eberhard. Je te passe le flambeau. Et encore merci, Luc, pour cette problématique très intéressante. Alors, juste un petit point, Luc, quand même, parce que tu dis, bon, il faudrait laisser une part au sauvage. Je trouve que dans Nietzsche, que tu n'aimes pas du tout, il y a aussi ce petit côté-là. Il a tendance à réintroduire le sauvage dans l'homme, justement, par rapport au civilisé. D'ailleurs, Luc, Nietzsche appréciait énormément Montaigne. Juste comme ça. Bon, Truc en passage. il y a des éléments dans ce que dit Claude intéressants, mais il y a et j'arrive pas toujours très bien à comprendre, mais ça sera l'occasion d'une autre échange plus touffu, parce que là, on est déjà pas loin d'une heure. Euh, donc, il y a le côté, effectivement, la progression idéale que montre Luc sur son tableau, euh, ça correspond pas au cycle réel de la société. Euh, et on ne peut pas penser un système idéal alors qu'on sait très bien qu'intrinsèquement, il n'a pas la capacité à le devenir. On peut faire des utopies, mais on sait très bien que ces utopies n'aboutissent pas. Donc, la progression généralisée vers une civilisation, c'est ce qu'il présente dans ce tableau-là, c'est en fait illusoire, puisque les sociétés sont très complexes, hein. D'ailleurs, les sociétés sont très complexes, euh, et elles vont toujours, plus elles sont civilisées en quelque sorte, plus elles font rentrer les hommes dans une domestication pour essayer de les contrôler, et plus à un moment donné, le système même qui est censé essayer de les contrôler totalement, a une faille, comme tout système humain. Donc on est plutôt dans un système cyclique, c'est là où je préfère voir plutôt une sinuosidale, entre guillemets, qu'une progression linéaire, quoi, telle qu'elle était présentée, même si je sais bien c'est archétypal, mais tout de même. Donc c'est juste sur le point de vue principe.
avant toute chose, il faut bien faire la différence entre, il ne faut pas croire que l'état de nature, c'est-à-dire la plante, ça veut dire exemple de loi, que c'est un système qui est sans loi. Car même la plante, elle doit rendre compte aux conditions de vie dans lesquelles elle se trouve, elle doit s'adapter en quelque sorte d'une manière ou d'une autre, hein, sauf s'il y a cataclysme, mais les plantes prises génériquement, ou les animaux, ou les hommes aussi. Et donc, il y a des nécessités et il y a des impondérables qui font que il peut y avoir destruction et à nouveau redécouvrir un nouveau système biologique, écologique, une biodiversité renouvelée. Et ça montre justement le côté cyclique de la chose, puisqu'on sait tous qu'il y a des espèces qui ont disparu, mais d'autres espèces ont réapparu au fur et à mesure des millions d'années. Et du point de vue sociétal, c'est un peu la même chose. Quand on voit le premier dessin, là, en quelque sorte, avec l'un montrant barbarie, un Chinois tapant sur le côlon Ah anglais, ouais. et civilisation, quand c'est l'anglais qui tape sur le chinois, ben, après, on se dit, parce que on a fait colonisation, et c'est justement la mauvaise conscience occidentale qui se dit, ben maintenant, c'est un peu normal, quand c'est des Syriens qui violent, qui tuent en Europe, bienvenue à eux, c'est en gros, c'est le discours de Merkel, qui bien sûr ne va pas dire qu'ils violent et tuent et ils assassinent, ou qu'ils font des attentats à la bombe. Donc en fait, on revient à nouveau à l'autre cycle et on va retourner en fait la barbarie, mais quel que soit, que ça soit l'occidental ou pas, c'est la barbarie. C'est-à-dire, quand on commence à sortir l'arme pour tuer, c'est la barbarie, que ça soit un blanc ou pas blanc, quoi. Oui, parce que et là, je pose quand même les questions à Montaigne quand il dit ils ont d'autres usages. Oui, d'accord, mais quand le gars de l'État islamique égorge sous caméra un gars qui est musulman, mais pas de la même obédience que lui, d'accord, autre usage, mais bon, euh, qu'ils le fassent chez eux, mais moi, c'est pas mon usage, quoi. C'est comme si on devait finalement justifier que le cannibale puisse manger ici chez nous aussi déjà. Parce qu'il y a très vite des courts-circuits qui peuvent se former dans un esprit de barbarie, disons, de contre-barbarie qui devient finalement accepté pour des questions de soi-disant égalité. C'est comme quand des féministes disent oh bah si un homme qui est tué par sa femme, bon bah c'est normal, hein, c'est pour équilibrer les choses. Hein. Bon, donc ça ne permet pas ça, c'est pas acceptable. Donc effectivement, quand par exemple un gars des tabacs, se fait cambrioler chez lui et qu'il a peur et qu'il tire sur un cambrioleur et que c'est lui qui est mis en examen et en prison, ou que un gars essaye de sauver une fille alors que finalement il est lui-même parce qu'il a tué celui qui fait une tentative de viol et que c'est lui qui est mis en examen et auquel on fait un procès. Alors je ne sais jamais comment ça se termine dans ces eaux-là, dans ces affaires-là. Tout ça, c'est pour en revenir, est-ce que c'est du sauvage? Est-ce que c'est la barbarie? Est-ce que la violence est justifiée? C'est la conscience humaine. Et c'est ce que dit à un moment donné aussi Simone Veil. Si je dois tuer l'Allemand dans un cas parce que je l'aime cet Allemand, d'accord, mais il représente celui qui oppresse mon pays. Donc, malgré mon amour pour lui, je suis obligé de le tuer. Euh, Parce qu'en fait, je ne veux pas être sous son joug. Voilà, même si lui n'est que le représentant de tout un système. Voilà, donc est-ce que c'est la civilisation et je vais terminer sur un point, à nouveau, je reviens à nouveau sur Spengler, c'est qu'en fait, pour lui, effectivement, euh, à l'époque de la culture, quand un groupe social est dynamique et tout, bah, il fait des conquêtes, donc il commet des violences à niveau collectif pour imposer sa nouvelle loi à des civilisés qui se sont rabolis, qui ont été tellement domestiqués qu'ils sont plus capables de se défendre. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui aussi en Europe, quand des gens ont des projets de califat en Europe, par exemple. Donc, c'est qu'en fait, c'est quand on redevient, pas seulement individuellement, mais aussi collectivement, plus capable
de reconnaître un contrat spirituel d'où découle un contrat social, eh bien, c'est pas étonnant que d'autres groupes qui ont encore un contrat spirituel, violent ou pas, très puissant, imposent leur loi. Donc voilà un petit peu les données du problème tel que je les vois. Et, ça ne, donc on est dans le cyclique et tout va changer. Et il y aura des nouvelles situations de barbarie tant que les hommes existent, tant qu'ils ne se seront pas totalement détruits, même s'ils se détruisent totalement, il y aura à nouveau après de nouvelles sociétés qui s'organiseront, même d'abord des plantes, des animaux et autres, et se reformeront une nouvelle civilisation, peut-être humaine ou pas. Mais voilà, c'est ça le sens biologique du terme. Alors c'est que moi j'ai du mal avec seulement ce que dit Claude sur la partie l'Adam, il était spirituel au début. Oui, il était spirituel. Là, c'est un rapport avec aussi Luc au début. Quand il dit, en fait, il y a plus de spiritualité plus tard, mais elle est différente. Elle est d'une autre différente. Elle est plus intense dans la chair, cette spiritualité, dans des sociétés plus primitives, dans des sociétés plus traditionnelles. Et après, elle devient plus écrite, plus elle n'est pas, c'est pas une augmentation de la spiritualité. C'est seulement une spiritualité qui devient écrite avec des lois, comme des lois juridiques. Les lois canon, c'était effectivement une sorte de spiritualité civilisée, alors qu'elle est toujours, mais qui fait rentrer les gens dans les cases et qui finalement les rend effectivement moins spirituels parce qu'ils attendent des règles des autres. Et finalement, c'est eux qui sont moins spirituels, ceux qui sont pris dans les lois canons. Là, on parle de l'Église, mais ça existe aussi en Inde d'une autre manière. Donc en fait, la spiritualité est plus vivace, elle a plus d'énergie, elle est plus reliée à la nature quand on est au début d'une culture, en fait, d'une culture qui est dynamique. Voilà, pour juste faire le point sur la partie plus spécialement spirituelle. Voilà. Merci à vous deux. Alors, si vous permettez, je vais faire une petite conclusion. C'est vrai que le temps passe. Par rapport à ce qu'a dit Claude, je vais prendre dans cet ordre-là. Tu dis oui, à un moment donné, effectivement, Adam a fait un choix, il s'est orienté vers le péché, l'autre est devenu l'étranger, et puis ça a fait qu'il y a eu des civilisations qui ont divergé, etc. Bon, c'est une lecture historique que je ne partage pas trop. Moi, je pense simplement, comme j'ai essayé de le montrer dans ces cadrans, c'est que c'est simplement une question de taille et de séparation géographique. Les cultures, les civilisations et tout ça naissent parce que les hommes sont séparés et il y a une langue qui va se créer à tel endroit, puis une autre à tel autre endroit, et puis une spiritualité, une histoire qui va arriver parce qu'à tel endroit il y a eu une catastrophe naturelle qu'il n'y a pas eu ailleurs, donc et tout ça, ça va naître de là, si tu veux. Donc je pense que c'est vraiment qu'une question de taille. La taille fait c'est la dialectique, un des aspects de la dialectique. La quantité se transforme en qualité. Donc, oui, mais Luc, juste un petit... Enfin bon, on n'a pas le temps de trop discuter. Mais non, l'homme crée sa propre loi. Donc chacun dans des trucs séparés, éloignés, crée leur propre loi, qui sont différentes. Ils ont perdu la loi universelle. C'est ça qui est important. C'est que cette loi universelle qui rassemblait tous les hommes, où personne n'était étranger, elle est perdue. Et donc ils se voient maintenant comme des entités séparées les unes des autres. Je vais y venir. Je vais y venir d'une certaine façon, tu vas voir. Tu dis aussi à un moment donné, la violence le moins possible. Je suis d'accord qu'il faut limiter la violence, mais il ne faut jamais la proscrire. C'est vraiment très important, y compris dans l'éducation. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se foutre une gifle à un gamin. Vaut mieux une gifle à 5 ans que la maison de redressement à 15 ans et la prison à 20 ans. Voilà. Non, moi, je suis pour l'armement du citoyen. Ouais, bon, donc tu vois, voilà. Donc la violence, voilà, faut qu'elle soit latente. Quelque part, le fait qu'elle soit latente, ça responsabilise. Quand on est armé, les gens qui sont armés le savent, les gens qui font partie de clubs de tir, ils savent que comme ils ont une arme,
ça responsabilise d'avoir une arme. Ouais. Voilà. Pourtant, l'arme, c'est l'instrument de la violence. Et donc, voilà. Donc ça, voilà. Donc la violence, non. Le moins possible, je dirais. Moi, je le dirais pas comme ça. C'est un ingrédient. Voilà. C'est comme il y a trop de sel ou pas assez de sel, mais il faut qu'il y ait un peu de sel quand même. Ah oui, alors sur les lois qui n'arrêtent pas d'augmenter, etc., au tel point où ça va devenir des automates, bah, c'est dommage que Christian ne soit pas là aujourd'hui, mais lui, c'est ce qu'il prône. Il prône justement que tout devrait être écrit et que la justice soit rendue par des robots, de façon automatique. N'importe quoi. Voilà ce qu'il prône. Alors c'est dommage qu'il ne soit pas là pour en discuter, mais j'ai eu plusieurs fois l'occasion de... C'est pour ça qu'il est athée. C'est pour ça qu'il est athée. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il est athée, mais en tout cas, ouais. C'est un rapport direct. Hein. Ouais. Bon, sur Nietzsche, rapidement, comme il a dit tout et son contraire, on peut très bien lui faire dire ce qu'on veut. Donc le mieux, c'est de ne pas le lire, comme ça vous avez gagné votre temps. Eberhardt. Alors, Ouais. sur ce que j'ai montré là, oui, alors effectivement, mais c'est bien ce que j'ai dit, tendance progressiste idéale. Il est bien évident que c'est pas comme ça. Et tu sais pourquoi j'ai pas fait des sinusoïdes? Parce que c'était difficile à dessiner. Oh, J'ai essayé. Au début, je voulais le faire. Oh là, je dis, bon, allez, je fais une droite et puis je dirais que c'est idéal et puis c'est tout. Voilà. Ah. Donc voilà, c'est un modèle. Ça donne juste une tendance générale. C'est pas, voilà, il faut pas. Ouais. Je l'ai dit. En plus, c'est écrit. Je l'ai dit, écrit. Tendance progressiste idéale. Voilà. Voilà. Mais même. Ah bah si, il y a quand même une Ça tendance induit en progressiste erreur. Ça idéale. induit en erreur. Voilà. Ça induit en erreur quand même. Bah oui, bah à Mais ce c'est pas moment-là, grave, vas-y. tu mets rien du tout. Alors, non, il y a quand même une tendance qui est incontestable. Hein. Ne serait-ce que la tendance à l'augmentation de la population humaine. Hein. C'est pas la même chose C'est une qu'un tendance rapport avec. qui est même pas, C'est qui est même pas progressif. sinusoïdale. D'ailleurs, elle est. Bah si, ça en fait partie quand même. Parce que le développement des forces productives fait qu'on, justement, on peut être de plus en plus nombreux. Pas du tout autre Ouais. chose. Quand tu penses que c'est le wokisme qui est au sommet de la progressivité maintenant, entre Ah guillemets, mais c'est pour ça qu'on arrive, moi je dis on est à la fin du progressisme justement, et d'ailleurs ça se voit dans les courbes de population mondiale, où pour la première fois depuis des millénaires, la première fois, la population mondiale va décroître, et décroître de façon très sensible. Pas un c'est vrai, petit accident sinusoïdal comme a été la chute de l'Empire romain. Hein. Là vraiment, on va arriver à une très grosse décroissance. C'est déjà dans les chiffres, c'est même pas... oui, c'est en juste France, une... c'est déjà le cas. Oui, oui, En c'est juste France, il y a une... plus de morts que de naissances. Là. Voilà. On a passé cette année. Voilà. Et donc, c'est vrai à l'échelle de l'humanité tout entière. Donc, alors, sinon, pour revenir sur ce que tu disais, ce qu'on a oublié qui est notre nature profonde, c'est ça le droit naturel, au fond, c'est ce que j'ai essayé aussi d'expliquer là-dedans. C'est que ce droit naturel, ben, il faut effectivement qu'il soit formalisé, exprimé de façon claire, parce que c'est justement ce qui va permettre de réaffirmer alors c'est justement, c'est un ensemble de lois, pour le coup, assez courtes, et très principielles, justement, et qu'il faut justement se réapproprier pour retrouver cette humanité, cette part d'humain universel et éternel, justement universel. C'est ça, justement, ce qui permet aussi d'échapper aux islamistes avec leur culture particulière ou d'autres encore d'autres cultures. C'est de dire, c'est des lois qui sont universelles. Et donc ça, c'est très important. Et éternel. Enfin, Eberhard, quand tu parles de l'allemand, oui, je l'aime, mais comme il représente ce système nazi, je dois le tuer. Oui, ça me fait écho au Tao, il y a je ne sais plus quel numéro du Tao, qui dit l'homme doit aller à la guerre avec gravité. Bon, c'est ce que ça veut dire. Et ça se trouve aussi dans la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Ouais. Gita, quand Arjuna se rend compte qu'il faut finalement qu'il fasse quand même la guerre contre ses parents et ses maîtres. Dans le Mahabharata. Tout à fait, oui. Dans la Bhagavad Gita, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, ce sera le mot de la fin si vous le permettez.
On veut bien. On a- Merci Luc. Et On a terminé donc, en, dans en 3 hauteur, semaines. là, avec la Bhagavad Gita. Là. Comment? J'ai pas On a entendu. terminé en hauteur avec la Bhagavad Gita. Bah, restons sur ce sommet. Voilà. À bientôt, messieurs. Bonnes vacances, moi, pour ma part. Merci, toi aussi, bonnes vacances. matin. Salut, Semaines, Luc. alors. Dans 3 semaines. Ciao. Salut.